L'heure de la messe. Alléluia. Aujourd'hui dans ce débrief hebdo, messieurs dames, nous allons partir aux États-Unis, nous allons traverser tout le globe pour aller jusqu'en Chine, on va passer par le Japon, on va revenir en France, on passera par l'Allemagne, on parlera d'objectifs 2024 atteints, d'ATH et de charbonnage. Content de vous retrouver, messieurs dames, ici tous les dimanches à 10h depuis maintenant moultes années. Ici, je rappelle que c'est le débrief hebdo, être sérieux sans se prendre au sérieux. Ce pourquoi j'ai mis ça en place tous les dimanches depuis maintenant, alors je crois que ça fait plus de 3 ans, je sais même plus, c'est pas 3, 4 ans, je sais plus, FT, ça fait combien de temps? Ah bah ça c'est au moins aussi long que son intro, ça c'est sûr. Hein. Pour décomplexer ce milieu que je trouve trop sérieux. Pour partager pour autant des décisions concrètes que je prends au quotidien sur les marchés et que je vais prendre au cours des jours à venir. Alors dans le dernier débrief hebdo, je vais vous parler de cette sous-performance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Ça tombe bien parce que du coup on va parler du Japon. Ça commence bien les transitions là. Oui, parce que la sous-performance pourrait venir du Nikkei. D'ailleurs, on voit très bien que le Nikkei échoue encore sur cette grosse zone qui peut être aussi une zone psychologique des 40 000 points. Et pourtant, on a eu une progression du PIB au dernier trimestre qui était supérieure aux 0,7% de croissance attendue puisqu'il a ressorti une croissance de 0,9%. Sauf que ça veut dire du coup que la politique monétaire de resserrement des taux d'intérêt au Japon, ce qui avait mis d'ailleurs fin cet été, vous vous souvenez, pendant que le SP500 était en train de cracher de 10% fin au du carry trade sur le yen. Et ben pour autant, on a un yen qui reste au trou, lié à un dollar américain qui s'est complètement renforcé depuis l'élection de... Pour sortir du coup ma casquette rouge, hein, même s'il n'y a pas écrit Trump dessus. Depuis l'élection de Trump. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors, je parle pas forcément de l'élection de Trump, hein, je parle du dollar américain qui se renforce. On se calme, on se calme. Je cherche? Oui, je cherche, un peu. Alors, un yen qui est super bas, c'est plutôt pas mal d'ailleurs pour les exportations, puisque du coup, c'est plus compétitif en termes de prix. Sauf que ça met une pression inflationniste à l'intérieur du pays. Et en plus de ça, on a des investisseurs étrangers qui ne sont pas couverts contre la dépréciation de la monnaie. Alors, je le disais, oui, le Nikkei échoue sur cette zone des 40 000 points. Et je vais être au cours de ces prochains jours et prochaines semaines attentif aux 37 000 points, parce que si on devait passer en dessous, on sortirait par le bas de ce long canal haussier et ascendant, vieux de 2 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas. Bref, sous 37 000 points, on aurait alors un retournement de tendance. Donc attention à la sous-performance du Nikkei au cours de ces prochains jours. Je parlais de l'Europe qui sous-performait les États-Unis. Et tu me crois pas, c'est la sous-performance la plus sous-performante depuis 30 ans. J'étais même pas né. J'étais presque pas né. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, le SP500, ça je vous en ai déjà parlé, se paye plus de 22 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, ce qui lui permet d'avoir une prime de 70% par rapport au Stoxx 600. Et en termes de performance, on est 22% de plus sur le SP500 que sur le Stoxx pour cette année. D'ailleurs, tiens, cocorico, reparlons du CAC 40. Sous-performance, je le disais, de manière quand même assez sensible et assez notable. D'ailleurs, qu'on prend le CAC ou même qu'on prend le CAC avec dividende réinvesti, on appelle le CAC GR, Gross Return. Oui, non, mais je travaille mon accent de manière régulière. 0% de performance sur cette année. D'ailleurs, on est peut-être même passé en petit rouge cette semaine. Je vous avoue, je regarde pas trop la performance annuelle jour par jour. Hein. Ce que je sais par contre, c'est que tant qu'on est sous les 7006, 7007, je short. Attends, je reviens avec la casquette rouge. Et je suis casquette rouge. Ce qui me permet du coup de faire une très belle année 2024 sur le CAC. Je suis, oui, toujours full vendeur swing. Tant qu'on sera sous les 7330 points, tant qu'on reste sous cette zone qui était un précédent support qui maintenant devrait faire office de résistance, j'ai absolument aucune raison de changer de casquette. Je vise, pour information, les prochaines lignes bleues que vous avez, les 7100 et puis derrière les 6800 points qui là sera pour moi une première grosse zone d'achat swing voire moyen terme éventuellement. On n'en est pas là, on aura l'occasion d'en reparler. Pour parler de charbonnage, bah oui, je continue à être vendeur sur le CAC, je garde et si je me fais stopper au cours d'entrée mes premières positions qui sont exactement à 7339 points, en tout cas les plus basses, pas mes premières mais les plus basses, les premières par rapport
au cours actuel, bah au moins je serais allé jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, en fait, je peux pas me permettre de ne pas être vendeur, sachant que je sais très bien que l'Europe sous-performe par rapport aux États-Unis et que le CAC au sein même de l'Europe sous-performe tous ses potes. Donc je continue, selon mes règles, d'être vendeur sur un indice faible et de lui taper dessus, même si ouais, je pourrais m'arrêter là cette année en me disant allez hop, c'est bon, j'ai pris mes DNF, terminé, on verra en 2025. Non, en fait, ce qui est important, c'est vraiment la discipline et s'appliquer ce processus et de continuer tous les jours, dans la difficulté ou même dans la réussite. L'indice allemand DAX, lui, continue à ranger en tant que ranger depuis la fin du mois de septembre. Ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. On tient toujours la MM50 daily. On attend toujours la rupture des 19 000 points où là, ça permettrait d'avoir une accélération baissière un petit peu plus importante. Mais pour le moment, ça ne lâche pas. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus de mouvement avec les élections anticipées du 23 février, qui aura lieu donc en Allemagne. Et là, il y aura également un vote de confiance de Scholz le 16 décembre. Peut-être que là, ça bougera un petit peu plus. Donc à suivre de près, prochain jour, prochaine semaine, toujours les 19 000 points. Le point clé pour la semaine à venir. Et puis je le disais, donc oui, les indices américains surperforment largement l'Europe, mais, et comme vous le savez, j'aime bien travailler le SP500, mon bébé 2024. Alors j'ai fait une belle perf là aussi, même si pour moi ma stratégie c'était plutôt de vendre les zones de résistance plutôt que d'acheter les replis. Il m'a pas trop donné à manger ces derniers jours. D'ailleurs, dans le dernier point, vous vous souvenez, dans le débrief hebdo, je vous avais dit en toute transparence, je vendais sous les 5820 points le SP500 pour viser 5007. 5007, c'était quoi? La MM50 daily. C'est pour ça que j'ai racheté l'intégralité de mes positions. Avant de voir si est-ce que ça lâche ou pas, sachant que je sais très bien qu'on est dans une tendance haussière. Et puis finalement, cette MM50 a tenu, hop, on est parti jusqu'à 6000. Et là, à ce moment-là, je disais, non, casquette bleue. Je n'achète pas ces niveaux-là et d'ailleurs ça tombe bien puisque alors au moment où je tourne la vidéo le SP500 n'a toujours pas clôturé, mais là au moment où je tourne la vidéo on est à 5906 points très exactement, donc ce qui nous fait quand même une perf de moins 1,6% sur la semaine. On est proche d'une oblique haute sur le SP500. Là, je vous mets les points rouges justement que j'ai vendus précédemment. Et bien aujourd'hui, on est en train de repasser sous ma polarité qui était située à 5950, qui est toujours d'ailleurs située à 5950 et que je vais abaisser progressivement si le SP500 continue à baisser. Et donc là, ça y est, ça me réintéresse à nouveau sous les 5950 points. Je vais passer donc d'une casquette bleue, je change maintenant de casquette, oulala, effet spécial, casquette rouge tant qu'on est sous les 5950. Je vais viser dans un premier temps, donc toujours pareil, la MM50 daily. Mais voilà, le premier vraiment vrai signal qu'on aura baissier, c'est sous la MM20 daily déjà dans un premier temps pour essayer d'avoir un petit peu plus de dynamisme et de volatilité. Donc oui, casquette rouge, mes petites casquettes rouges, mais surtout le plus important, c'est que le SP500 remonte dans ma liste de priorités. Et là, FT, je te propose de ressortir le générique, le point pédagogique, parce que ça fait quand même un moment qu'on l'avait pas sorti celui-là. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Alors dans mon trading, c'est un peu comme dans un match de foot. Chaque semaine, en début de semaine, j'établis mes listes d'actifs prioritaires, les titulaires. Et donc je mets les titulaires dans ma feuille de match en fonction de leur dynamisme. Est-ce qu'ils me donnent confiance? Est-ce qu'ils sont un petit peu plus actifs que les autres? Et puis, bien évidemment, j'en sors certains. Donc voilà, je fais rentrer, je fais sortir, c'est un peu comme un match de foot. Et je tourne et je fais donc ce qu'on appelle la liste de priorités. Toi tu vis, toi tu crèves. Donc je vais mettre après dans la liste de priorités ce que je vais charbonner fort et ceux que je vais charbonner de manière légère. Et ceux pour lesquels pour le moment ils ne m'intéressent pas de fou. Soit parce qu'ils ne sont pas dans une zone intéressante, soit parce qu'il n'y a pas de flux, soit parce qu'il n'y a pas de signal, soit parce que c'est tout pourri en fait, tout simplement. Exemple CAC 40, je vous ai dit sous-performé, je le vois, on voit techniquement, on voit fondamentalement, il donne des signaux. J'y vais, maintenant je suis full vendeur. Alors maintenant que je suis full vendeur, j'ai pas grand chose à faire de plus, parce qu'en plus mes positions sont sécurisées, mais disons qu'il est toujours sur le terrain. C'est un numéro 10, ça se passe plutôt pas mal, il fait pas des trucs de ouf pour le moment, mais j'ai confiance. Et puis cette semaine, le SP500 rentre sur le terrain, puisque je vous ai dit ça y est, on repasse sous une zone de polarité. J'aime pas acheter ces niveaux-là, je préfère les vendre si j'ai des signaux, comme je l'ai fait ces dernières semaines. Ah, ça y est, il rentre dans le match. Et puis à l'inverse, remplacement, non, tu rentres sur le banc. Et l'euro-dollar, ça y est, il est dans le banc des remplaçants. Et oui, fin d'emploi sur l'euro-dollar. D'ailleurs, ça me fait une transition parfaite sur l'euro-dollar. Je vous avais dit, je vendais cette zone 1,11, 1,12 depuis
depuis le début de l'année, tout simplement, depuis le début de l'année 2024. Et puis on est arrivé à 1,05. Ça y est, fin du plan. J'ai fait mon gros TP de moyen terme, enfin. Donc voilà, bravo à ceux en tout cas qui en ont profité. Merci, parce que j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet. Donc bravo à vous et merci. Donc 1,0560, c'était vraiment mon gros objectif. On est en bas d'Orange Weekly. Je vais attendre maintenant un signal daily autour de cette zone. Mais attention, alors la règle très importante, attention, il me faut mes ustensiles de casquette parce que ça, c'est super méga important. On ne passe pas d'une casquette rouge en disant « Ah, ça y est, j'ai plus de casquette rouge !» à une casquette verte tout de suite. Pardon, j'ai un peu bafouillé le mot, mais on passe pas à une casquette verte tout de suite. Il y a toujours une casquette de transition, la casquette bleue. Ça, faut vraiment faire attention à ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup où leur objectif en fait de la journée et de la semaine, c'est de cliquer quoi. Faut avoir des nouvelles positions parce qu'on cherche de l'adrénaline. Non, sur le marché, on ne cherche pas de l'adrénaline. On cherche de faire de la performance, de respecter un processus, de se battre contre soi-même, contre ses émotions, contre le marché, contre les difficultés, contre les réussites. Bref, et avoir une discipline, une régularité, une constance, une rigueur qui nous permettent d'être performants dans la durée. Donc oui, aujourd'hui, j'estime que c'est une belle zone d'achat, mais dans la mesure où j'ai fait une énorme année 2024, j'ai pas envie de payer maintenant sans signal. J'ai des polarités qui sont négatives. J'ai aucune news fondamentale qui m'incite à me dire on va retourner, sachant que l'eurodoll, il vient de 1,12, 1,12, 1,05, on a quand même un flux baissier qui est quand même énorme. Donc un flux baissier, ça va pas se retourner comme ça un vendredi fin de journée. Et quand bien même ça devait être le cas et que je me trompais, c'est pas grave. Mais je vais me placer des alertes au-dessus de la tête sur l'eurodoll pour le surveiller. Mais s'il tombe à la parité, alors vous allez avoir ceux qui sont frustrés d'être sortis à 1,05 et ceux qui sont frustrés d'avoir payé trop tôt. Faut arrêter ces trucs-là. Faut arrêter à un moment donné. D'ailleurs, cette semaine, on a eu un gros chiffre aux États-Unis. Ladies and gentlemen, today, je vais parler en français, ça va être mieux quand même. Nous allons avoir le combat et le chiffre le plus important de l'année of the year. Le combat aujourd'hui, le plus brutal entre la Fed et l'inflation. Alors attention messieurs dames, l'inflation va passer aux États-Unis de 2,4 à 2,6%. Attention, surprise, les paris sont ouverts, les paris, allez hop, ici on a quoi? All-in ici, FOMO. Oui, ici on a du UT 1 minute, c'est parti, attention, on se chauffe messieurs, dames. J'espère que vous êtes chaud, je sais que vous avez payé votre place très très cher. Attention, 3, 2, 1, et le chiffre d'inflation est sorti, c'est le bon. Ah merde, match nul. Ah ouais, non, là c'est conforme aux attentes. Non mais vous inquiétez pas, prochain combat c'est dans un mois là. Oui, non mais là on va avoir une surprise. Bonne soirée hein. Nous aurons donc une prochaine baisse des taux, a priori le 18 décembre, dernière réunion de la Fed cette année. On sera donc normalement à 4 baisses des taux cette année, avec des taux qui passeraient de 5,5% à 4,5%, et ce, selon 80% des estimations du marché. Merde, du coup, j'ai gardé la veste. Non, je te rends la veste. Tesla, quant à elle, je l'ai allégée à 340 $. C'était l'objectif, le deuxième gros objectif que je m'étais fixé. x2, depuis mes dernières entrées en début d'année, c'est un plan d'investissement moyen-long terme. J'avais commencé à ce moment-là, donc 100% de perf. Alors, j'ai allégé 50% de mon exposition. J'en garde 50% pour viser des objectifs plus ambitieux. Et sur les 50% que j'ai récupéré et que j'ai fait travailler, ça me permettra de réaliser à nouveau des achats sur repli et dans le calme. C'est ce qu'on appelle tout simplement un travail de position. Donc l'objectif, c'est vraiment de l'investissement long terme. Et à l'intérieur de cet investissement long terme, je travaille à la marge sur un pourcentage d'exposition pour pouvoir acheter sur repli, reprendre. Alors certains me disent, ouais, mais pourquoi tu fais du trading dessus? Il faut juste garder. Ouais, mais Tesla, quand elle fait plus 50, moins 50, plus 70, moins 40, etc., j'estime que c'est plutôt intéressant de travailler dans ces voies-là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur les cryptos toute cette année. Si je n'avais pas travaillé la gestion active sur les cryptos cette année, finalement aujourd'hui, alors à part le Bitcoin qui a fait des ATH, aujourd'hui finalement on en serait exactement au même point sur les altes, ça n'a pas bougé. Alors tiens d'ailleurs, en parlant crypto, MicroStrategy a acheté 27 000 Bitcoin. Plus exactement, c'est 27 200. On n'est pas à 200 Bitcoin près. Ce qui fait à peu près 2 milliards de dollars investis entre le 31 octobre et le 10 novembre.
quand même, hein, 2 barres. Hein. Donc il a aujourd'hui dans son portif à peu près 280 000 bitcoins avec un prix de revient unitaire, un prix de 43 000 $ environ. Côté société, Home Depot, même si on sait qu'on a quasiment toutes les sociétés du SP500 qui ont déjà publié, hein, 75% d'entre elles font mieux que prévu, et ben Home Depot a relevé ses prévisions de l'année. Et oui, on a des mauvaises conditions météorologiques, ce qui soutient la demande de matériaux de rénovation, et ce pour le dernier trimestre. Alors il va y avoir encore quelques boîtes qui vont publier, notamment Walmart, Target, Lowe's, en tout cas en ce qui concerne ce secteur. Et puis oui, je disais, les cryptos, depuis ces derniers jours, ça s'est un petit peu calmé après le bull Trump qu'on a eu ces derniers jours à l'élection de Trump. J'ai fait une vidéo mercredi avec des règles à respecter pendant ce bull run, comment le gérer et surtout avec 3 éléments qui me chagrinent un petit peu. Et simplement pour actualiser, on est en train de faire une consolidation latérale sur Total 3. Encore une fois, au moment où je tourne la vidéo, hein, peut-être que 2 jours après, il se passera un truc de ouf complètement différent, mais peu importe, mon discours, ça reste exactement le même. Donc Total 3 qui est revenu vraiment sur ses plus hauts annuels. Là, on est en train de faire une consolidation latérale avec un Bitcoin qui reste toujours très fort parce que franchement, si on regarde les alts, je vous l'avais déjà dit, hein, depuis le mois de juin, alors certains sont sur leur plus haut annuel, hein, comme par exemple Solana, alors tant mieux parce que je l'avais acheté, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas passé leur plus haut du mois de juin. L'Ether, à la limite, lui, il est revenu sur ses plus hauts du mois de mars, pas plus. Hein. Donc, oui, je pense qu'il faut continuer à tenir ses achats. Les alts, eux, sont à la traîne, pour un petit peu de patience. Et puis, oui, j'en ai profité pour alléger un peu en gestion active, toujours pareil, hein, de poche, une gestion long terme, une gestion active. Déjà, parce que la gestion active, c'est comme ça que je l'ai gérée toute l'année 2024, donc je vais continuer parce que déjà, ça a fonctionné. Et puis, ça me permet finalement, là, quand on voit ces derniers jours, quand on a des replis de 10, 15, voire même sur certaines cryptos, 20%, alors que tout le monde, 20% plus haut, en voulait, maintenant 20% plus bas, plus personne n'en veut, et ben j'en profite pour en reprendre un peu. Donc voilà, je vais continuer à travailler, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple sur Tesla, c'est exactement la même chose. Voilà, en gestion active, hop, on a des fortes hausses, derrière on a des replis de 10, 15, 20, 30%, et ben je reprends là, et je réallégerai un petit peu, etc. Et du coup, j'accompagne la hausse, tout en profitant justement de ces moments de volatilité. Mais encore une fois, je pense que faut pas se tromper en étant sur des unités de temps trop courtes, et en se disant, ah ouais, mais il faut être 20 heures derrière les écrans. Non, pas du tout. Je me place des alertes. J'ai fait d'ailleurs sur IVT, si vous le savez, si vous en faites partie, vous le savez, je fais un crypto board avec une vingtaine, une trentaine de pages qui me permet d'estimer à partir de quel niveau cette crypto m'intéresse, etc. sur repli. Et puis quand on y va, eh ben, je tremble pas, j'y vais. Je respecte mon plan. Et je pense que c'est mieux que d'acheter au pif, en haut de mouvement comme ça, en mode FOMO, et de se faire arracher à chaque fois que le marché repère 10, 15, 20%. Parce qu'au final, en weekly, si vous prenez du recul, franchement, sur les alts, rien passé, quoi. Alors oui, c'est toujours positif. Oui, sur certaines, on est dans des hauts de range. Bah, sur beaucoup, quand même, on est toujours, grosso merdo, un peu au milieu. Alors en bas de range, il y a 2 mois, personne n'en voulait. Aujourd'hui, sur certaines, on est en range, tout le monde en veut. Et puis, bah, demain, si on retourne en bas de range, eh ben on va se dire putain, ça y est, c'est tout pourri machin, alors que c'est à ce moment-là justement qu'il faudra payer fort. Donc voilà, moi je pense que en plus de ça, sincèrement, je trouve que le marché est quand même assez solide parce que les 4-5 derniers jours là, pendant que ça a consolidé en haut, là, genre ça a baissé un peu, machin et tout, on a eu les gars, mais en 4-5 jours, 2 milliards de dollars de positions liquidées à cause de l'effet de levier, pour cause d'appels de marge des brokers qui ont coupé la position parce qu'il y en a qui se faisaient arracher sur certaines et leur compte repassait à zéro, ou en tout cas pas loin. 2 milliards en 4 jours, c'est pas possible ça. Donc pourquoi je trouve que c'est positif? Parce que généralement quand on a des liquidations comme ça, le marché il spike fort. Il y a un panique générale, tout le monde se fait arracher et puis derrière, on se dit ça y est, c'est la fin du game. Bah là, on a eu ça, mais franchement, j'ai presque l'impression que c'est passé inaperçu sur le marché. Oui, on a eu un peu de vol sur certaines, mais je trouve pas que ce soit vraiment exceptionnel. Et encore une fois, c'est de l'expérience que j'ai moi depuis 2017 sur le marché crypto. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer. On consolide latéralement après une tendance haussière, donc plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Mais pour autant, voilà, je pense qu'il faut rester calme et la tête sur les épaules en se disant ok, Bitcoin il explose, mais les alts, il y a encore de la marge, mais c'est pas encore la fête du slip, hein, comme on dit. Bref, restons solides sur les appuis. Voilà pour le débrief hebdo. Alors c'est vrai que je vous donne beaucoup d'infos. Je me dis parfois trop. Voilà, je vous dis tout ce que je fais, à quel prix, sur quel niveau, avant, pendant, après, avec oui une certaine forme de légèreté. Et puis bah comme tout, hein, ça plaît pas. Alors je voulais encore une fois vous dire merci de votre soutien et même merci aussi d'ailleurs à ceux qui me critiquent parce que bah ça permet des fois de me remettre en question et de me dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Xav? Est-ce que tu veux plaire à tout le monde ou est-ce que tu vas partager vraiment, tu veux partager avec tes valeurs et tu vas partager aussi un beau moment aussi en même temps, tout en étant concret en temps réel sur ce que je fais,
ce que je vais faire, ce que je fais pas, ce sur quoi je me trompe. Vu que c'est ça qui me plaît, eh ben, je vais continuer avec vous. Voilà, faut savoir que dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et une fois qu'on le sait, finalement, ça nous libère d'un poids. Ça nous libère du regard des autres. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, il faut qu'on le fasse avec nos valeurs, avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous inspirent. Et sachez que vos messages m'inspirent à continuer. Donc, je voulais vous dire merci. Ça me fait plaisir toute la force que vous envoyez dans les commentaires, au travers des pouces. Tous les dimanches à 10h, c'est toujours un kiff. Merci en tout cas. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à très vite. Ciao.